Et les clients chez qui on intervenait à l'époque, on enlevait 10 ou 15 cm de laine de verre, on mettait 20 cm de ouate, qui est à peu près l'équivalent de 20 cm de laine de bois. Pourquoi on travaillait la ouate? Parce que c'était du vrac et on était équipé et on savait le faire. Hein. Et très honnêtement, rien qu'en touchant le toit, avec 20 cm, hein, on divisait par deux la conso des gens. Hein. Oui, voilà, Et l'été, on leur changeait la vie. L'été, ils nous disaient clairement, mais autrefois, j'étais obligé de descendre. Maintenant, non. Si je dors au rez-de-chaussée, j'ai plus frais en allant dormir sous le toit. On a quand même eu ça en période de canicule. Hein. Donc, franchement, c'est là, avec 20 cm de laine de bois, ou de laine d'herbe, ou de laine de lin, ou de laine de chanvre, oui, voilà, un isolant végétal, eh bien, tu vas corriger thermiquement énormément. Énormément. Qu'est-ce que tu penses des tirants observés sur la pièce métallique qu'on a là? Oui, tout à fait, ouais. Eh bien, tu vois, cette pièce métallique, pour moi, là, elle a été mise en même temps que la construction de la maison, je pense, parce que dehors, effectivement, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix. Donc, ce n'est pas quelque chose de traversant. Non. Ils n'ont pas cassé le mur pour mettre dedans. Et là, ta pièce métallique, elle est coudée, elle revient dans la solive. Donc, elle est là pour aller empêcher l'écartement, vraiment pour que ça tienne. Hein. Et probablement que dans l'épaisseur du mur, elle revient jusqu'entre les deux solives pour solidariser le mur là avec la solive. Là, on trouve la même pièce ici, qui doit traverser le mur et qui doit aller à la solive suivante, et donc qui lie les deux solives ensemble, puisque là on a un mur de refend, et la solive de l'autre côté doit avoir la même ferraille qu'ici, qui va rejoindre l'autre mur, et eh ben, ils n'ont probablement pas fait de chaînage dans la maçonnerie, et c'est les solives qui font office avec ces ferrailles-là de chaînage pour empêcher l'écartement des murs. Donc ils ont prévu au niveau de la construction, ils ont pris des précautions quand même. Hein. Des précautions. Ouais. Ouais. Non, là, ça confirme. Et tu as ça aux quatre coins du coup de bah cette oui. pièce, et de l'autre, je pense que ça doit être identique de l'autre côté. Pareil. Donc oui, parce que ça, tu me confirmes que tu l'as découvert avant. Ouais. Là-bas, et que maintenant on ne le voit plus, mais ça existe. Parce qu'il a plaqué. Ouais. Et dernière question sur cette partie-là de la charpente. Du coup, quand l'ancien escalier il a sauté, oui. Il a fallu taper une ouverture, hein, il y a une trémie qui était là. Oui. Il a fallu résorber la trémie pour supporter de la charge au-dessus. Ouais. Était prévu un trait de Jupiter. Vous avez été vendu un trait de Jupiter, ça n'a pas été un trait de Jupiter, il a juste pris... C'est dommage, parce que c'est beau un trait de Jupiter. C'est beau un trait de Jupiter, mais le gars n'est pas charpentier, Pierre, donc il a fait au mieux. Oui, il les a juste fait se croiser, il les a splittés sur pas très long. Est-ce que ça... Moi, c'était ma petite crainte quand je voyais ça, lui me garantit qu'il a fait ses calculs de charge, et que ça c'est bon. Mais voilà, l'idée c'est que moi demain, au milieu, il y a une baignoire qui va venir là. Une baignoire, ça pèse lourd, c'est pas non plus un monstre. Il y a une baignoire qui va venir là, il n'y a pas de reprise de charge autre que du coup ces solives. Est-ce que c'est valable? Alors les deux sifflets qui se rejoignent, ils prennent sur quelle longueur? 10 cm? 40 cm? Ouais, plus 20-25 cm. 20-25 cm. Et donc ils doivent résister à l'écartement, à l'allongement, et ils doivent résister au fléchage. Alors là, j'aurais assez aimé qu'il en remette une autre, qui viennent contre et qui effectivement aillent rechercher sur 60 à 80 cm de chaque côté. Au lieu, en charpente, on appelle ça une aponce. Par rapport à l'axe de la ponce, parce que oui, un trait de Jupiter, effectivement, c'était bon. Mais ça, c'est pas un trait de Jupiter. Non, c'est pas du tout un trait de Jupiter. non. Déjà, le trait de Jupiter, il serait dans le sens. Ah, puis c'est assez sagouin. Je t'enverrai une photo. C'est assez sagouin ce qu'il a fait. Alors,
parti du principe que ça allait être caché, donc c'est voilà. Ouais. C'est juste que même les bouts de solive qu'il a mis sont un peu Bah oui, parce que torsadés, elles sont pas très belles, il a pas pris des belles pièces de bois, quoi. Ouais, Donc ouais. voilà. Il aurait mieux valu, alors tu vois, ça, c'est une aponce un petit peu à la One Again, alors que s'il y avait, il aurait même pu les mettre bout à bout, hein, et mettre une autre pièce là, ce qu'on appelle une moise. Une moise, ouais, voilà. Et là, une moise. Sur les épis, dans les ouvrages de défense contre la mer. Voilà. Et là, une moise, ça tient. Parce qu'on va chercher la charge plus loin. Ouais. Donc, ben, c'est pas ça. Bon. Si, à un moment donné, tu enlèves le placo, Ouais. que tu refais après, tu viens réhabiller dessous pour une raison ou pour une autre, tu fais une moise. Tu prends un bout de madrier. Voilà. C'est bon. Ok. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et ben. On fait un bon tour, là. On a fait un bon tour. Et donc, lorsque, au fur et à mesure que ça avance dans l'épaisseur du mur, on s'approche de l'extérieur, ça se refroidit. On a une condensation importante qui s'opère, qui est rémanente, qui est produite vraiment assez couramment. Donc, on a du pourrissement qui s'instaure. Et le pourrissement, il est dans l'épaisseur du mur. Mais au fur et à mesure qu'on revient vers l'intérieur, on l'a de moins en moins. Et c'est un pourrissement qui ne s'opère pas droit. Le centre de la solive est encore bon, Ouais. et pour le moment ça tient, mais c'est vrai que tu as peut-être que quelques centimètres qui sont en appui sur le mur et qui ne sont pas attaqués. Donc il faut que tu régénères, enfin il faut que tu génères un nouvel appui. Donc effectivement, ce dont a parlé le maçon, c'est ce qu'on appelle une muraillère. Donc c'est une solive, ou un carré, hein, parce qu'une solive, c'est plus haut que large. Donc là, on ne va pas descendre en dessous du niveau de tes ouvrants de menuiserie, parce que c'est embêtant pour aller faire les vitres. Hein. Donc, on va rester dans l'épaisseur du linteau. Mais on s'en fout, puisque ça n'est pas destiné à porter une charge d'un point d'appui à un autre point d'appui. C'est pour permettre aux solives de prendre appui sur une pièce qui elle, va être solidarisée avec les murs. Donc, tu vas mettre une muraillère qui va d'un bout à l'autre. Et cette muraillère, tu la chevilles dans le mur. Ouais. Tu vas, dans le linteau, tu vas simplement là mettre 2 tiers-fonds. Ouais, ok. Hein, et à nouveau cheviller dans le mur. Et les chevilles que tu vas mettre dans le mur, pour ne pas éclater tes pierres, eh bien, au lieu de faire de la cheville à expansion, tu peux travailler avec la cheville chimique. Hein, et donc, tu vas solidariser ta muraillère avec le mur, ouais. Et du coup, la partie bois qui est apparente au niveau de ce qui est découvert là, ouais, hein, ouais. Entre les espèces de fausses entretoises là qui sont mises, ouais. Les caches-misères, hein, je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça, mais enfin bref, ils l'avaient fait. Il y a de la briquette plâtre un peu partout dans cette maison, j'en ai enlevé quelques tonnes. Hein. Fallait écouler les chutes. Je sais pas. Mais bon, elles sont là. Donc là, tu vas, en fait, si tu veux, la partie de cette solive-là est au sec, ouais. Dans la partie chauffée. La muraillère va être dans la partie chauffée. Ça ne pourrira jamais. Et comme ta liaison va être avec du chimique, avec les pierres, là, dans le chimique, on va avoir une protection de tout ton ensemble de vis et chevilles. Et donc, ça ne pourra pas pourrir. Et bien là, on est donc dans le grenier. Et c'est ce qu'on appelle ici une pâte à scellement. Alors, l'ennui de ces pâtes à scellement, c'est un bout de ferraille qu'on met dans l'épaisseur du mur. La ferraille, voilà, d'une part, et d'autre part, est plus froide que le mur lui-même, souvent. Hein, et donc, on a une condensation accélérée là-dessus. Et donc, on a une oxydation, la ferraille rouille. Ça fait exploser, et puis voilà, on a des désordres là. Et là, après, ça fait une amorce de rupture qui est pile dans l'alignement de là, et qui continue dessous, mais qui, très nettement... C'est le plâtre. Ouais. Très nettement, là, on a regardé depuis dehors, j'ai vu aucune fissure. Sur cette façade, il y a 0 fissure. Ouais, donc... Là, il fait un peu nuit, on aurait pu voir sur la façade nord, j'en ai quelques-unes... Et là, tes petits points de rouille, tu as une explication là-dessus? Ah, tous les petits points, il y avait du lambris partout là. Ah d'accord, c'était des litaux... Mais dis-toi que tout ce qui est blanc là,
Voilà, tout ce qui est blanc, c'était lambrissé. D'accord, et le lambris était vertical parce que Ouais. tu avais donc non, horizontal Horizontal. parce que tu avais des lithos verticaux. Et les lithos, ils avaient mis des sacrés clous. Et vraiment, ils ont un peu rigolé. Hein. J'ai des clous de 10 cm. Donc je me suis amusé à le retirer. C'est là où un pied de biche est efficace. Ouais. Mais il faut savoir l'utiliser. J'avais 2 types de pieds de biche. Donc je suis allé petit à petit à chaque fois pour pas Ouais. que ça. Parce qu'en plus, le problème, c'est que tous les clous ont rouillé. Hein. On rouillait, oui, oui. Comme ils ont rouillé, ils ont fusionné avec le plâtre. Mais Si en tu vas- fait, si tu vas fort, la t'arraches tout. pointe en acier ordinaire, Oui. c'est la pointe qui tient le mieux. Parce qu'une fois Ouais. qu'elle a rouillé, elle a fait sa gangue d'accroche, Elle bougera plus. elle bouge plus. Ah bah non, elle bougera juste le jour où tu la dessoudes. Hein, Ah ouais, avec le mur. ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est- Alors après, il faut accepter, quand ça reste apparent, d'avoir les points de rouille qui sortent. Oui, non, mais là, Ah, après, ouais. là, si tu veux, je vais Ouais. boucher tous les trous. Mais là, effectivement, dis donc, Alors, le jour où ils ont acheté la peignette pour couper, c'est une petite scie Ouais. mince, pour couper les lambris en biais, etc., ils l'ont amorti. Hein. Ah oui. C'est, Oh, je sais pas, quand ton même, papa et tes oncles qui ont fait ça mon ou... père et mon oncle, mais je pense Ouais. qu'ils avaient déjà des sauteuses et des choses comme ça pour le faire. Hein. C'est... Quelle année ils ont fait ça? Ah, je pense que j'étais petit quand ils sont sortis, donc je pense maximum, peut-être dans les années 90, ils ont fait ça. Le lambris dans la maison ici, c'est dans les années 90. Moi, j'ai On est vraiment au tout début des sauteuses. Hein. Ah ouais, mais je sais, mais mon On père est avait... au tout début de l'électroportatif. Ouais, Hein. mais mon père avait vraiment une belle panoplie de portatifs. Ok. Et je sais que dans la famille, ils aimaient bien ça. La sauteuse, c'était... Parce que nous, on a Ça créé fait du notre, bruit. on a créé notre entreprise en 88. Et donc, j'ai été dans le quartier où on était installé, le premier à avoir un compresseur des pistolets cloueurs. Ah, waouh, ouais. Et donc, ils avaient... Mais la scie sauteuse, c'était électrique. Et tu n'avais pas le choix entre 50 000 lames. Hein. C'était... Ah oui, oui. voilà, donc, ouais, mais bon, effectivement, s'ils ont fait ça dans les années 90, ouais, ils avaient. Parce qu'avant, ouais, c'était la boîte avec la peignette et ça allait pas vite. Hein. Ah non, là, et puis, bon, là, tu vois, typiquement, encore une autre fissure. Celle-là m'inquiète un peu plus, très honnêtement. Bah, elle part à l'horizontale, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, elle est plus longue. Elle s'arrête pas là, ouais. Mais pareil. En fait, elle n'est pas totalement horizontale, elle est en biais. Déjà, elle est pas en escalier. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est probablement pas structurelle. Non, elle ne suit pas la pierre déjà. ça. Et probablement que là, elle suit effectivement, elle est dans le plâtre. Donc je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la pierre, puisque justement, les moellons, avec le mortier, tout ça, c'est suffisamment déformé pour qu'on n'ait pas de fissure apparente. C'est ça. Par contre, le plâtre, lui, c'est un monolithe et Elle bouge pas. voilà, ça casse. Enfin, si, il bouge. Une fois Il bouge, voilà. Ouais, Mais voilà. pour moi, c'est pas quelque chose de il crée ses dangereux. propres joints de dilatation. Et contrairement au sous-sol, tu vois, tu as un linteau qui n'est pas forcément plus épais, mais déjà il reprend beaucoup moins de charge. Et surtout, il est plus long. Parce qu'au sous-sol, Ouais, ils sont très courts. tu as un appui sur 5 cm Ouais, ils sont maximum. Très, Hein. très, très courts. Je pense qu'à terme, je me tâte même à les faire. Voilà, ça fait des petits, c'est des petits détails. Mais... C'est des petits détails, mais bon, ouais, je te dis, hein, tu peux les renforcer, mais pour le moment, il n'y a pas de risque. Hein. Il n'y a vraiment pas de risque. Là. Parce que le mur au-dessus, bah, si tu veux, lui, il fait son renvoi de charge naturel. Ouais, Hein. bien sûr. Bien Donc, bon, voilà, on n'a pas des menuiseries très larges. Donc, ça va. Ah, voilà, parce que pour le haut, il y a la chambre d'en haut si tu veux voir un petit Velux un peu ancien. Alors, là, donc il va falloir quand même que tu mettes le paquet au niveau du toit. Alors, j'ai une problématique au niveau du toit. Enfin, une problématique. C'est pas vraiment une problématique. J'ai une partie du toit sans comble. Oui. Ok. Donc là, on est sur. En fait, c'est ici les combles d'une certaine manière. Ouais, c'est les combles habités. Donc Ouais. là, ici, typiquement, je vais me faire plaisir. Hein. Vu la différence de prix sur les épaisseurs, ça va être laine bois. Ouais. Bon, je vais mettre de la laine de bois, ce que je peux le plus épais possible, à la limite du raisonnable. Après, ça Bah écoute, très honnêtement, si tu mets... On m'entend et on entend Philippe On entend haut et fort. Et t'entends Jean-Philippe? Et on entend bien. Parfait, Bien. c'est ma Bon. grosse voix. Et donc là, les puristes diraient, non mais là, il faut un R de 8, 10. Ouais, non. Voilà, donc, bon, nous, on a commencé l'isolation dite naturelle. On a fait vraiment notre passage, nous, en 2000. Et les clients chez qui on intervenait à l'époque, on enlevait
10 ou 15 cm de laine de verre, on mettait 20 cm de ouate, qui est à peu près l'équivalent de 20 cm de laine de bois. Pourquoi on travaillait la ouate? Parce que c'était du vrac et on était équipé et on savait le faire. Hein. Et très honnêtement, rien qu'en touchant le toit, avec 20 cm, hein, on divisait par 2 la conso des gens. Hein. Oui, voilà, Et l'été, on leur changeait la vie. L'été, ils nous disaient clairement, mais autrefois, j'étais obligé de descendre. Maintenant, non. Si je dors au rez-de-chaussée, j'ai plus frais en allant dormir sous le toit. On a quand même eu ça en période de canicule. Hein. Donc, franchement, c'est là, avec 20 cm de laine de bois, ou de laine d'herbe, ou de laine de lin, ou de laine de chanvre, oui, voilà, un isolant végétal, eh bien, tu vas corriger thermiquement énormément. Énormément. Et donc, tu vas obtenir un déphasage de 7 à 8 heures, ce sera déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Donc après, si tu as 10-11 heures, c'est mieux. Mais très honnêtement, à partir de 22 heures, bah, tu as la voûte céleste qui commence à vider ton toit. Bon, ça repart tranquillement. Et tu n'as pas énormément chargé en haut, puisque tu n'as eu que 2 heures de pénétration de chaleur, pas au plus fort. Et donc, tes éléments ne sont pas hyper chauds. Et bah. Et ta voûte céleste ici, attention, la nuit c'est souvent, elle n'est pas très souvent apparente. Hein. T'as souvent une masse de nuages quand même. Hein. T'as souvent une masse de nuages. Ouais. Quand elle est là, clairement. D'accord. Après, elle n'est pas là, elle est peut-être là une fois par semaine. Voilà. Ouais, mais si c'est en période caniculaire, normalement, elle n'est pas là, le nuage. Voilà. C'est parce que le déphasage, il est important de l'avoir quand tu as effectivement un rayonnement arrêté par le toit qui est très important. C'est là où c'est le plus important. Bien sûr. Mais de toute façon, l'idée c'est de toute façon de mettre le paquet. Après, voilà, je mettrai ce que je trouve en fonction. Mais très honnêtement, avec 20 cm, tu fais déjà très bien. Et si tu peux passer à 24, 25, c'est encore mieux. Mais à un moment donné, bon, là, tu vas pas perdre beaucoup d'habitabilité. Bah après, ça va être en termes de charge. Parce qu'en fait, là, ce que tu as un bacula. Faut que, bon, je ne me rends pas compte du poids encore, hein, j'en ai pas manipulé. Après, ça va être une question de combien de charge ça peut supporter. Alors là, c'est pour ça, si tu veux, quelque part, que ici, si tu peux faire un renvoi de charge depuis là à aller là-bas, peut-être même en coupant ça et en l'étayant avant, tu vas faire une pièce, par exemple, horizontale qui te posera pas de problème puisqu'elle sera dans une cloison, hein, qui va de ce pilier-là, en veillant bien, il est lui sur un mur, il est sur quelque chose? Honnêtement, je pense qu'il est exactement à l'alignement de cette poutre, c'est-à-dire entre 2 solives. Oui, mais est-ce que il est où le mur de refend qui vient après le poêle? Ah, il est plus loin. Lui, en fait, là, c'est une cloison flottante, il n'y a rien en dessous. D'accord. Et bien là, à ce moment-là, essayez de venir recharger la charge jusqu'à un moment où tu viennes sur le mur. Par exemple, dire, ben voilà, je viens sur ce montant d'escalier qui est là, qui lui est peut-être porteur. Faut essayer de voir comment tu peux renvoyer cette charge de la panne là sur le mur. Là, bon, c'est tranquille, on sait où il est. Mais à venir le chercher par là. Ça, c'est important. Et une fois que tu as ça, donc tu vas avoir la possibilité, donc, ta panne étant tenue, de redonner de l'épaisseur à la panne. Tu revisses quelque chose dessous. Et là, tu vas fixer des morceaux des faux chevrons dessous, bien sûr, qui vont être alignés avec tes chevrons d'en dessus, qui vont venir se prendre sur la sablière. Et tu vas faire la même chose ici, à rejoindre l'autre panne, hein, parce que là, forcément, tes chevrons, ils vont vers une panne. Pas de choix. Oui, tu as 3 pannes. Tu vois, en gros, le morceau de panne que tu vois, là, ça c'est la panne originelle. Oui, et puis tu en as une autre qui doit faire la jonction, qui est à la fêtière là-haut. T'en as 3. T'en as 1, 2, 3. 3 intermédiaires à la fêtière après. Exactement. Et donc là, forcément, la panne, elle est à droite. De panne, tu n'en as pas au-dessus du linteau. La panne, elle va être avant le linteau. Elle est juste avant le linteau. Ouais, il faut qu'elle soit renvoyée, la charge. Il n'y a pas le choix. Et donc là, bah, pareil, tu vas, entre ces 2 pannes-là, remettre de l'épaisseur. Donc, en gros, tu recrées de quoi renforcer et porter ce que tu vas mettre. C'est ça. Tu ne rajoutes rien au poids du toit. Le seul truc où tu as un risque, c'est
ta panne ici, est-ce qu'elle tient? Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu vois la longueur qu'elle fait. Même moi, au début, je me suis dit, bah, attends, Eh ben si, c'est pour ça que je l'ai vu. Et que précisément, j'ai dit, on fait pas les cons, en là. plus, il y a des 3 petits trous dedans, histoire de. Non, mais j'hésitais même peut-être à remettre l'autre poteau. Voilà. Et je pense que, en fait, moi, l'idée, c'était que je l'étaye, que je retaille un peu mieux pour que ça épouse un peu mieux la forme, voir qu'elle vienne. Oui, mais tu vois, l'appui, même sur l'arête, c'est suffisant pour reprendre la charge. De toute façon, ça ne repose que là-dessus, de toute manière. Voilà, mais c'est suffisant. La compressibilité, elle est renvoyée, là. Malheureusement, elle n'a pas été posée comme il faudrait. Normalement, je l'aurais posée droite. Oui, mais en montagne, on pose les pannes droites. Ouais. Et en plaine, on pose les pannes, tu vois. Là, regarde la panne qui a été coupée. Elle est parallèle à la pente du toit. Ouais. Alors que c'est le moins solide. Non, enfin, c'est moins solide. C'est pas logique que ce soit comme ça. Sur une arête, quoi. C'est pas logique que ce soit comme ça. Oui, mais bon, non, mais comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est là que la faiblesse. Mais là, c'est pas le. Je dis bien, c'est pas l'habitologue qui cause, c'est le charpentier. Ouais, bah clairement. Le charpentier de montagne qui a le souci de dire ouh putain, si ça met de la neige, il faut qu'on la porte. Voilà, non, mais clairement. Bon, après, j'avoue que je suis pas sûr qu'il y a. Non, le risque n'est pas le même. D'ailleurs, ici, ce qui est une panne, chez nous, il y a des endroits en Haute-Savoie où on n'aurait pas fait un chevron avec. Hein. Donc, voilà, bon, elle est fort fine en plus. Hein, Bah oui, mais le risque n'est pas le même non plus. Hein. Par contre, chez nous, on n'a pas beaucoup de risques de vent, par exemple. Maintenant, si. Parce que... Après, l'avantage ici, c'est que la toiture, c'est une toiture en plaquettes. Rivetée, enfin, c'est pas riveté, c'est des petits crochets en inox. Ouais. Et ça, c'est un gros plus parce que, depuis les années 60, là d'ailleurs, quand comment on appelle ça? Le fumiste, quand il est venu, je lui ai dit, est-ce que tu peux juste regarder s'il n'y a pas 1 ou 2 points fragilisés sur le. Mais il m'a dit, là, ta toiture, t'en as encore pour. Pire, tu viens la faire brosser un coup sans produit, elle bougera pas. Ok. Et en fait, ça a un gros avantage ici en Normandie, c'est que ça. Enfin, en tout cas, sur la côte, c'est que ça. C'est ultra résistant au vent. Ici, les tuiles mécaniques, là, la plupart qui ont des tuiles mécaniques classiques, là, un peu modernes, ça n'aime pas le vent du tout. Ouais, ça se fait soulever direct. Ici, le nombre de tempêtes qu'il y a eu, cette maison n'a jamais bougé d'un iota, pas une tuile, rien, il n'y a rien qui a bougé. Quoi. Donc et en même temps, c'est léger. Oui. C'est de l'ardoise, mais c'est de l'ardoise très fine, ultra léger. Tu es en ardoise. En ardoise. Ouais. Très Ok. L'ardoise est lourde quand elle est épaisse, mais quand elle est. Oui. Hein, alors, le seul risque avec l'ardoise, c'est si tu as du grêlon. Ah oui. L'ardoise, parce que en fait, tu as 3 recouvrements avec l'ardoise. Ouais. Et donc, si tu as du grêlon, c'est l'ardoise du milieu qui prend. Laisse-moi tranquille avec les grêlons. Là. On n'est pas encore à cette plaie d'Égypte, là. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Jour, soit dit en passant. Yolande habite Vichy. S'ils ne sont pas attendus, mais en 10 minutes, balle de golf, quoi. Il y a eu les 2 tiers des toits de Vichy à refaire. Ah, wow. Et Vichy et les alentours, et les experts des assurances, les assureurs eux-mêmes ont dit, on aura fini de résoudre le problème de la grêle à Vichy au bout de 7 ans. Ah oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à se fournir le produit. Il faut se faire un produit, il faut trouver la main d'œuvre aussi, parce qu'ils ne peuvent pas réparer tout d'un coup. Ouais. Et puis au départ, fallait tout bâcher. Ouais. Et donc là, il y a tous les aigrefins de France et de Navarre qui débarquent, avec des remorques pleines de bâches. C'est 5 000 € le bâchage au black. Hein. Sinon, on ne vous bâche pas. Ah ben non, c'est pas grave. J'irai voir votre voisin. Et puis, au bout d'une semaine, 15 jours, ils voient que c'est toujours pas bâché sur le toit, ils reviennent. Oui, 4 000. Ouais, 4 000. Et puis voilà, ils mettent les bâches. Ouais, c'est comme ça. Non, voilà, donc pour ici. Puis le mur là-bas, pareil, c'est une cloison que je vais repousser, parce que c'est par là qu'on arrive à... Du coup, pour peut-être la finalité de la chose, on est arrivé par là, dans le fameux escalier. Le fameux escalier. Voilà, t'es arrivé là, maintenant il y a de l'OSB, mais t'es arrivé par là. Ouais. Voilà. Donc ça, pareil, ça va sauter pour qu'on récupère la surface. Et là, tu vois, là, typiquement, tu as une reprise de charge, là. Tu vois, le poteau, là, tu as un contreventement. Alors ça, je vais te dire, tu crois, mais non. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de cette... Ça, c'est mon père et mon oncle qui l'ont fait. Ouais. Ça, c'est que de l'habillage. Oui, mais ce poteau-là, tu crois? Ah, tout. Il y en a plein le mur là, ici. Oui, mais le poteau qui est vertical, là, il est pile sous la panne. Mais je te promets. Non, et puis en plus, il est pas vraiment... C'est garanti, mon père m'a garanti, t'en as là, t'en as partout. En fait, tout le mur était comme ça derrière.
Et, le coffrage à cheminée était fait de la même manière. Et en fait, ils ont pris ça avec un compagnon. En fait, c'est vraiment purement de l'habillage. D'accord. Purement de l'habillage. D'accord. Alors l'habillage là, ça va être dur à le sauter parce que il est. Ouais, c'est un habillage lourd. Ouais, bah, en fait, c'était. En gros, ils mettaient des gros. Des on appelle chevilles. ça Ouais, Des tire-fonds. ouais, carrément des tire-fonds dans le mur. Après, ils venaient bouchonner avec un petit bout de bois, pam, pam, pam. Allez, donc en fait, tu es déjà obligé de enlever le bouchon avec une petite perceuse. Donc là, voilà, ça va être l'éclat. Donc tout ça, ça va sauter. Là, c'est du coffrage, c'est des rangements en fait. Tout ça, ça va sauter pour qu'on gagne la surface. L'idée étant d'agrandir cette salle de bain modeste. Et dans son jus. J'ai apporté 2-3 améliorations, mais voilà, l'idée c'est de gagner un petit mètre par ici pour pouvoir pousser la baignoire par là et qu'on puisse se croiser, circuler, basculer les toilettes par là, faire une petite cloison pour que ça soit un peu plus privatif aussi, parce que c'est vrai que dans une salle de bain comme ça, partagée. Quand l'enfant a 2-3 ans, ça va. Quand il en a 10-12, ça commence à poser problème. Ouais, c'est ça. Non, mais tout à fait. Et ouais, donc du coup, après pour l'isolation, donc ici ça va être sous toiture. Ouais. Dans la partie là, alors je pourrais pas t'emmener les voir parce que j'ai réussi à les ouvrir, mais c'est non sans mal. J'ai ouvert une mini trappe pour aller au comble. Ouais. J'ai d'ailleurs sauté deux petites, alors c'est pas des solives, c'est des petites poutrelles, là j'ai plus le nom, je me rappelle jamais. Pour me faufiler. Le mur porteur est là. Ok. Le mur porteur est de l'autre côté. Ouais. C'est un gros, je pourrais appeler ça un IPN, mais je sais pas, c'est du béton. D'accord. D'origine, béton, mais le mur porteur se rejoint au-dessus. En fait, il va jusqu'au fêtage de la D'accord. Et il reprend les pannes, les arbalétriers s'il y en a. Je pense, parce qu'en fait. Bah oui. À mon Parce que grand la dame- largeur de la maison, et c'est pas possible qu'on ait une portée unique. Hein. Ah non. Mais à mon grand dame, c'est que je suis allé là-haut, on me dit j'allais voir tous les combles, j'étais très content. Là, j'arrive de ce côté, je fais ouais, bon, il n'y a pas beaucoup d'hauteur, je me tourne et bah là je suis devant un mur, je fais waouh, il y a un mur. Donc si je veux ouvrir les combles, il faut que j'ouvre d'autre côté. Il faut que je fasse un trou aussi de ce côté-là. Mais l'idée, c'est que je ne sais pas encore aujourd'hui, est-ce que j'isole sous toiture là-bas, sous plafond ici, Ouais. ou est-ce que ici, j'ouvre, je fais projeter un max, parce que déjà comme ça m'évite de perdre un peu trop d'auteur sous plafond, Ouais. sachant qu'il y a fort à parier que la VMI elle va se retrouver là-haut. Oui. L'idée c'est aussi que ce soit un peu accessible, donc créer au moins un petit accès aisé, parce qu'au moins une fois par an, tous les 2 ans, les caissettes, il faut les nettoyer ou les changer. Ah, c'est clair. Donc il y a toujours. Là, on pense rarement à ce genre de petits détails, tu vois, mais le mec il vient, il te la pose, il se casse, et puis quand vient un moment, il dit ça marche plus, bah oui, mais il faut changer les caissettes. Comment je fais? Donc me créer un petit chemin en OSB pour au moins aller jusqu'à. Voilà, il faut toujours créer un chemin pour aller jusqu'à tous les équipements nécessitant de l'entretien ou risquant d'être devant être changé un jour. Ah, mais tout à fait. Moi, l'idée, c'est carrément qu'ils me la mettent par là, tu vois. Carrément par là. Au plus proche, ouais. Au plus proche. Au moins, s'il y a plusieurs gaines à mettre, lui, il me dit peut-être qu'il y aura qu'une bouche d'insufflation qui sera nécessaire. Il me dit, je garantis pas, peut-être qu'en dans les mesures, on aura besoin de plusieurs. Moi, je serais plus partisan d'en avoir plusieurs. Ouais, moi aussi. Notamment dans les chambres. Parce que dans la chambre du petit, je pense qu'à l'époque, pareil, tout le mur du fond, c'est le mur nord-est. Là, il y a de la moisissure. Du coup, j'ai un peu foncé, etc. Pour moi, c'est inactif. Là, je n'ai pas eu le temps, mais je pense qu'il faut que je vais peindre à la chaux. Tu vois, dans les angles, on voit. Ouais. Ça fait 1 an que c'est comme ça, en pleine période où ça devrait reprendre en hiver avec la condensation. Ça n'a pas bougé, donc pour moi c'est inerte depuis longtemps. Je pense même que la peinture qui est dessus, c'était déjà la peinture à la chaux. Je vais en mettre une bonne couche et puis basta. Ici ça va subir le même traitement que dans notre chambre. Isolé, bon là on va perdre un peu de hauteur, mais bon, pour l'instant c'est la chambre du petit. Je vais faire là, dans le fond pareil, un bon coup d'isolant. Ouais. Pareil, le plus possible. La paroi aussi. Par là ici aussi, le mur est froid. Bon là, honnêtement... c'est pas obligatoire pour moi ici. Voilà, et si tu mets 10, là c'est suffisant. C'est pas la peine de mettre plus. Hein. 8-10 cm, tu vas corriger thermiquement, tu vas pas avoir un résultat absolument extraordinaire, mais tu vas avec 8-10 cm corriger, à mon avis, 70-80% de la fuite, qui n'est pas la fuite principale, très loin s'en faut. Donc à un moment donné, toujours la fameuse loi de Pareto, hein. Et puis équilibre
bénéfice-perte. Hein. Après, tu as un équilibre non négligeable ici, c'est qu'il bénéficie des cas de conduite fumée ici. Voilà, en plus. Bien hermétique. Le mur, là, quand c'est actif, tu Bon, à terme, tu le sentiras pas chaud. Mais il rayonne quand même. Ça doit rayonner. Donc, ouais. Ça limite. On n'a jamais vu en dessous de 15-16 dans cette piole-là. D'accord. Là où nous, de l'autre côté, plein sud, on avait 12. Mais voilà, là, c'était bien ventilé. On a 2 fenêtres. La nuit, quand ça souffle, mets-toi bien sous la couette. J'ai vu des courants d'air fort, quoi. Donc, air renouvelé. Mais oui. Moi, je pense que juste cette pièce de l'air était mal renouvelée à l'époque. Ici, c'était vraiment pour le coup, ici, c'était des greniers. Ça devait pas être ouvert très souvent. Donc, ça c'était de la frisette. Tout autour, il y avait de la frisette. C'est en sautant que j'ai découvert ça. D'accord. Je m'en doutais que je trouverais ça. Pareil, il y a de la fissure dans les angles, dans les 2 angles. Oui, ça c'est pas grave. Voilà, c'est pareil. Non, ça c'est pas très grave. Ça va se reboucher. Ça, probablement que le plâtrier, il a fait l'autre après. Déjà, il n'y avait pas une liaison parfaite quand il a fait ses plâtres. Donc, il y a un peu de fuite qui s'opère là. Et puis, toujours se dire que le phénomène de condensation est lié au fait que dans les angles sortants, ce qui est le cas ici, T nord et est, donc c'est des murs qui ne voient pas le soleil, jamais. Et donc, tu as tes murs ici, admettons qu'ils aient fait un petit peu en rétrécissant vers le haut, mais ils font 40 dp. Tu as donc 40 cm de l'autre côté là-bas et 40 cm à l'extérieur sur ce mur-là qui ne sont pas compensés par une surface chauffée. Si tu prends 1 mètre carré ici au milieu, il y a 1 mètre carré qui compense l'autre côté. Oui. Enfin, ce mètre carré-là, par ses fuites, va compenser le froid arrivant là-bas. Donc, tu vas avoir une température de surface ici qui va être plus élevée que la température de surface de l'angle là-bas, où le froid des 2 faces extérieures non exposées à de la face chaude intérieure, bah, tu vas peut-être avoir 2-3 degrés de moins dans ton angle. Donc condensation. Condensation, dilatation, rétrécissement, dilatation, rétrécissement, fissuration, puis voilà, puis la trace noire. Voilà, typiquement, tu vois, les fissures dans le bacula, condoxata. Oui, il y en a là. De l'angle, elles sont toutes neuves, ces fissures-là, n'existaient pas quand on est arrivé, mais c'est ce que j'étais. Ma théorie, c'est aussi que cette maison, c'était une maison de famille. C'était une maison de famille, elle n'était pas habitée l'hiver, donc. 2 semaines maximum l'hiver. Ouais, là, il y a des tensions de surface, des tensions intérieures qui se libèrent, pas de surface justement, qui se libèrent alors qu'elle s'était jamais libérée. C'est ça. Oui, non. Et puis elle est en train de... Parce qu'on parle toujours d'une ambiance sèche, ce qui veut strictement rien dire. Quelque chose est sec quand il est en accord avec l'humidité ambiante générale. Donc vous avez changé l'utilisation, vous avez changé l'humidité relative. On pourrait croire que ça vient de l'eau. On pourrait croire que ça vient de la fenêtre, mais pas du tout. Non, parce qu'on voit bien sous le glacis, voilà. Le glacis il n'a rien. Il est net. Et l'eau pénètre par le mur à différents niveaux. Toute la hauteur du mur là, et en fait il vient, tu vois, quand il y a vraiment eu ça arrivait 2 fois, ça perle, voilà, tu vois, ça perle, puis ça finit par terre. Du coup tu vois pas mal de traces. Le type de mur étanche qui était venu, lui son expertise, il expliquait, il me dit, moi j'ai 2 pathologies que j'identifie ici, il me dit, qui sont pas très graves à court moyen, mais à un moment il va falloir traiter, voir, lui il parlait presque, alors j'ai plus le terme, alors, pas forcément d'un cuvelage, parce que le cuvelage, il dit ça serait contre-productif. Bah oui, le cuvelage, on enferme le loup dans la bergerie. Alors oui et non, parce que si tu fais un cuvelage, mais que ça peut respirer d'un côté, tant que tu as un endroit où l'eau peut s'évacuer, ça reste valable. Ouais, mais moi, mon analyse, je la pousse un peu plus loin. Là, ta lucarne, là, elle est au niveau du sol extérieur, ou elle est un petit peu plus haute. Ouais. Voilà. Mais donc, tu vois, on voit clairement une frange, là, qui est 20-30 cm sous le pied du glacis. Ouais. Et c'est en dessous que ça se passe. Ouais. Et au-dessus, il ne se passe plus rien. À part, effectivement, là, le côté gauche de l'enduit sur le jambage de gauche. Je pense que ça, c'est le linteau qui prend l'eau. Voilà. Et là, en bas, où tu as aussi là, la même chose que ce qu'on a constaté vers la chaudière, où il y a un petit éclatement de l'enduit. Là, c'est des résurgences d'évaporation, et là, c'est plus d'infiltration qui a gonflé, qui a provoqué un éclatement. Là-bas, tout à gauche... Une belle fissure.
Oui, il y a la fissure qui descend là, mais surtout dans l'angle là-bas, tu vois comme un espèce de copeau qui est parti. Ouais. Mais ça, j'ai comme l'impression que là, il y a eu du scellement de fait avec du... Ah, c'est le gaz, voilà. Ouais, eh ben, je pense qu'ils ont bouché avec un ciment prompt. Et il explose beaucoup plus vite que l'autre. Ouais. Donc voilà, tu vois, ça, c'est typiquement, parce que les gars, ils sont pas là pour longtemps, il faut que ça bouge vite. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Mais moi, je vois qu'ici, si tu veux, les pathologies, elles sont plutôt, on le voit encore ici, Là, on le voit bien. parce que là, tu vois, il y a eu des reprises, mais ces reprises-là, donc là, tu es en vide sanitaire, l'autre côté. Ouais, bah c'est l'autre côté en fait. C'est ce que en fait, c'est le trou dont je te parlais où Ouais. on arrive derrière le placo, c'est là. D'accord. Et Et alors donc- là, ce que tu vois ici, c'est tout récent ici. En fait, tu avais un coffret électrique parce que j'ai fait refaire presque toute D'accord. l'électricité de la maison. On est D'accord. encore- Alors donc, le coffret électrique, prenez là, Ouais. comme ça. Et ben là, tu vois, par contre, là-dessous, tu vois, là, on a une belle bulle qui est là. Ouais, ouais. Si on tape un peu avec Ah un oui, bon, ça, on va pas casser une bouteille de vin Ah, pour ça ça, serait hein. dommage. Ça serait dommage. On va pas se la boire non plus, histoire de dire on peut taper, elle est vide. Donc voilà. Mais là, si on tape un peu, ça explose. Ah oui, oui, j'en ai déjà Voilà. éclaté plusieurs pour voir comme c'était Voilà. derrière. Mais donc ça veut dire que effectivement, on a un enduit ciment qui a été fait. Ils ont vraiment fait pas épais, hein. Non. Et cet enduit ciment, donc tu vois, s'il y avait vraiment une grosse pathologie, vu le peu d'épaisseur qu'il y a, ça le décollerait, quoi. Et là, bon, on l'a là, on l'a là, on l'a là, et là, on l'a pas. Mais Ouais, bah, le gaz, donc, c'est tu vois, des la- points d'entrée, tu vois. ouais, mais ça, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout où c'est enterré de l'autre côté, ça sort pas. Ça essaye de sortir là. Et par contre, après, lorsqu'on est sorti de terre, comme on n'a pas les mêmes enduits sur l'autre face, ça sort de l'autre côté et on n'a plus la... Tu vois, en haut, Ah ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. Et voilà, il y a 2 ou 3 ans, 2 ou 3 machins, mais voilà, que dalle, c'est quand même des enduits qui ont probablement 50, 60 ans. Donc, bon, qu'il y ait quelques auréoles, quelques ombres là-dessus. La bon. chaudière était là à l'ancienne, tu vois. D'accord. Je me suis demandé ce que c'était en rigolant. Je dis, il y a un coffre de famille caché ou des squelettes. ouais. On m'a dit non, et ils avaient le bon sens parce qu'une cave est inondable par définition ici. Bah, la chaudière était hors d'eau là. Ah, il avait posé dessus. Ouais, c'était posé dessus. Ah, punaise, qu'ils étaient moins cons que nous. Bah oui, moi, je veux dire aujourd'hui. Et à terme, j'envisage. Parce qu'il fallait aller la monter là-haut, parce que les chaudières d'antan, Ouais. c'était pas léger, hein. Ah ouais, bah, je dis, mais je sais bien. Et si tu veux, l'idée, presque, ça serait. J'envisage potentiellement de refaire le chemin inverse parce que j'ai une autre raison. La mettre hors d'eau. Parce que Ouais. bon, au prix de la chaudière, t'as pas envie qu'elle finisse dans l'eau si un jour il y a de la flotte. J'ai vu que le vin, c'est précieux. Tu l'as mis en haut. Par exemple, il y a quelques bouteilles qui datent des années. J'ai des très très vieilles bouteilles qui sont cachées derrière. Mais l'autre raison est aussi entre guillemets économique et c'est la chaudière est éloignée de ma colonne d'eau. C'est-à-dire qu'ici, toutes les pièces d'eau sont là. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est logique de rapprocher la chaudière. Et l'entrée d'eau potable est là. D'accord. Donc si tu Ouais. veux, j'ai l'eau. Ouais, en fait, le l'eau, elle circuit d'eau, traverse il la serait cave beaucoup et elle plus- revient dans l'autre sens. Ouais, c'est complètement ridicule. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, ça Donc, serait violent. si tu veux, quand toi, Et quand par j'ouvre, contre, ça là, met du temps à est-ce que arriver. tu as toujours un conduit cheminée pour évacuer? Ou alors, il faudrait que tu aies une machine, une chaudière qui puisse fonctionner sur ventouse? J'ai un conduit, mais il y a toujours moyen de faire une ventouse vers la rue. Enfin, il y a Alors, le problème des ventouses, c'est que ça va être autorisé pour les chaudières gaz. Hmm. Et chaudière bois, je ne sais même pas si c'est autorisé. Parce que c'est autorisé pour les poêles, mais dans des conditions extrêmement restreintes. On parle beaucoup de poêles sur ventouse et finalement, il n'y a pas tellement de possibilités. Je ne sais pas, je ne connais pas assez la législation sur les ventouses pour pouvoir me prononcer. Voilà, Et, avec une chaudière gaz, c'est le plus facile d'installer une ventouse. Ah oui, oui, voilà. Ouais. Après, là, l'avantage que j'ai, c'est que c'est une vieille bicoque, donc j'ai des conduits de cheminée là, j'en ai 4 là-bas, enfin 3 du coup. Ouais, donc tu as de la ressource. Il y a du conduit. Ouais, ouais. Il y a du conduit. Mais enfin, les 3 qui te sont là-bas pour mettre une chaudière ici te sont assez peu utiles. Non, mais on est bien d'accord. Ouais, Par contre, ils seront peut-être utiles pour mettre ma VMI, par exemple. par exemple. Par exemple. Comme Ouais, c'est à côté du conduit du poêle, je Ouais. me suis dit, tiens, Donc, éventuellement, si je peux récupérer 2-3 calories au passage.
C'est clair. Hein, C'est clair. voilà. C'est clair. Je me suis dit Mais ça donc, ouais, là, moi, je vois pas de pathologie grave. Et donc, pour moi, si tu veux, vraiment, au-delà du débouché du sol, ben, tu vois, là, par exemple, on voit un clocage ici, mais on n'en voit plus haut. Bah là, en fait, en gros, c'est simple. T'as le niveau de la rue qui est à peu près là. Voilà, et ben, tu vois, le dernier clocage, il est là. Et là, à peu près. Là, ils ont renforcé, Là, ils ont renforcé, ouais. et donc, il y a quand même un clocage qui s'est fait. C'est ça. Mais il y en a Donc, encore dès plus. lors que... On les voit ici, hein. Ça. Ouais. Après, ce que le gars m'expliquait de mur étanche, qu'on a une particularité en front de mer ici, c'est que tu as des pénétrations d'eau salin. Et en fait, le problème du sel... L'eau est c'est que saumâtre, et ici, quand elle monte jusqu'ici, non? Alors, l'eau monte pas jusqu'ici, mais et la pluie et l'eau de nappe, en fait, parce que moi j'ai ma nappe, mais il peut y avoir différents... Ouais. Voilà. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'il observe qu'en fait, l'eau, comme elle est un peu plus saline que la norme, ça a tendance à venir cristalliser dans le bâti, en fait. Oui. Et en fait, quand ça vient sécher et que ça vient cristalliser, en fait, le fait que ça cristallise, bah, ça vient prendre du volume et ça crée des fissures, en fait, qu'on ne peut pas voir. Hein. Des fissures qui sont dans la fondation, qui ne sont pas très graves. Et c'est souvent là, en fait, justement, que tu vas observer des points d'infiltration. Alors ça, cette théorie est plutôt intéressante. Je ne sais pas si elle est vérifiée et vérifiable. Je sais pas, C'est difficile d'inventer un truc pareil quand même, donc je pense que le gars touche sa bille là-dessus. Ouais, oui, probablement. Parce que, mais si tu veux, quand tu as une remontée capillaire, que tu n'as pas ici, ou très peu, donc c'est plus des infiltrations, on est d'accord, mais une remontée capillaire, elle est très largement chargée en minéralité. Oui, voilà. Et est-ce qu'elle n'est pas elle-même plus chargée que l'eau d'infiltration qui est légèrement salée? Donc si ça se trouve, cette pathologie qu'il a repérée est réelle, mais elle n'est pas plus handicapante qu'une remontée capillaire qu'on gère bien. Et pour moi, tel que je le vois, dès lors qu'on est au-dessus du sol à l'extérieur, on n'a plus les pathologies. Donc ce qui compte, c'est que ça puisse s'évaporer, puisque l'eau, soit on l'empêche d'entrer, soit on lui favorise sa sortie. Ouais. Et là, manifestement, on a ici une preuve qu'au-dessus, ça se passe bien. C'est ça. En fait, c'est sain ici parce que pour la plupart du temps, d'abord en période estivale, plus printemps et voire début d'automne, moi je laisse ouvert ici. Je laisse entrouvert en permanence. Ah, il faut ventiler, c'est toujours le même la porte qui est secret. là-bas, elle est percée. Donc Et là, tu vois, on retrouve le même type de pathologie qu'on a constaté là-bas, au-dessous de la solive, tu vois. C'est qu'ils ont fait un linteau avec une planche, enfin un bout de madrier, mais un bout de madrier, c'est pas sérieux, quoi. Oui, bah ils ont fait. Ils ont fait. Ils voulaient mettre des petites fenêtres, mais bon, un bien pour un mal, puisqu'au moins on a des fenêtres qui permettent que ça respire. Totalement. Voilà. Totalement. Bon, il faudrait changer parce que elle fatigue fort. Mais bon. Là, pour Oui, le coup, mais on mettra du PVC, alors je te le cache pas. Pour un sous-sol, là, pour ça un va. sous-sol, Pour un sous-sol, ça va. Pour un sous-sol, ça va. Ok, donc bah, écoute, pour moi, ici, je vois pas de pathologie grave d'aucune sorte. Ok. Plafond, pareil, je me disais, tu vois, les fers, ça c'est marrant, on a deux types de. Ouais. On a 10 types de sol pour un même côté de la maison. Ouais, Ça, je sais mais pas l'expliquer du tout. Ouais, Personne ne sait enfin, l'expliquer. ça, ils ont sûrement eu des raisons que Seule la on ne raison. trouvera, voilà, on ne trouvera Non. pas. Après, à terme, la cave, il y aura un petit coup de. Là, c'est notre zone de stockage, donc on ne peut pas s'amuser à faire de travaux. À un moment donné, on va vider la cave. Je pense qu'on fera un petit coup de propre général. Éventuellement, côté là-bas, mettre un petit coup d'isolant. Un petit coup d'isolant là, entre les solives, parce que bon, bah, malheureusement, le plancher, c'est quand même pas très. Hein. Ouais. Après, on a cette chance que. Je sens qu'il fait pas beaucoup plus froid dans la cave que là-haut. Oui, totalement. T'as pas un choc thermique énorme. Hein. Non, tu dois avoir 12-13 degrés dans cette cave, dans ces eaux-là. Ah ouais, on tourne même des fois à 16 degrés. En fait, tu as la chaudière qui turbine pour le chaude sanitaire et pour le chauffage. Ouais, et puis tes tuyaux sont pas calorifugés. C'est les nourrices. Voilà, les nourrices sont calorifées. Pas d'amiante, j'ai fait tester. C'est pas amianté. Non. Ça aurait pu. Ouais, ok. Ça aurait pu, ça ressemble un peu. Le mec a dit, il faut que je teste, je suis obligé. Il y a du tissé, il faut que je prenne. Il a fait une D'accord. Il m'a dit, il a fait analyser quand on a fait le diac de la maison. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais voilà, après, je dis, une fois que c'est inondé, ça part en une demi-journée, il n'y a plus d'eau, plus d'épaisseur d'eau, c'est infiltré. Après, il faut que ça sèche, c'est tout, quoi. Ouais, donc faut pas que tu poses au sol par exemple le carton là. Voilà, c'est temporaire, mais il y a une ça, docteur, j'y arrive pas. Ouais. Non, mais ça, oui, ça c'est vrai que d'ailleurs, ça me fait penser que je viens de retrouver un truc, c'est les couvertures de déménagement. Quand tu fais des travaux, avoir des couvertures de déménagement. Ah ouais, c'est pas une mauvaise chose. Vraiment bon truc, bon investissement. Ouais, ok.